Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des principes talosiens. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des textes les plus influents de la philosophie et de l'art de la persuasion, la rhétorique d'Aristote. Ce traité, écrit au IVe siècle avant notre ère, reste aujourd'hui un pilier incontournable dans l'étude du discours et de l'argumentation en philosophie, mais aussi en sciences politiques et en sciences juridiques. Mais alors, la rhétorique selon Aristote, c'est quoi et en quoi est-elle toujours d'actualité ? La rhétorique d'Aristote captive encore aujourd'hui car ce dernier la définit comme l'art de la persuasion, et il le fait d'ailleurs de manière plutôt efficace. Pour lui, ce n'est pas seulement un outil pour manipuler ou pour tromper, mais plutôt une capacité à convaincre en utilisant des arguments bien construits et adaptés au contexte. Contrairement à Platon, qui voyait parfois la rhétorique comme un savoir-faire illusoire et non comme une science, Aristote, lui, accorde à la rhétorique une place légitime dans la vie publique, car elle permet selon lui de communiquer la vérité efficacement. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'Aristote adopte fréquemment des positions opposées à celles de son maître. Cela se manifeste notamment dans sa conception de la vertu, comme nous l'avons vu dans l'Éthique à Nicomaque, ainsi que dans sa critique de la théorie des idées de Platon dans sa métaphysique. Une fois encore, Aristote illustre qu'il a beau être l'héritier légitime de Platon, dont il subit une profonde influence, on constate quand même qu'il opère également un véritable tournant et un changement dans sa manière d'envisager la philosophie dans son ensemble. Pour ce qui est de cette vidéo et du sujet sur ce traité du discours, Aristote va le décomposer en 3 parties. Et dans la première partie, il commence par faire une distinction claire entre la dialectique et la rhétorique. La dialectique, c'est l'art de la discussion philosophique qui vise à découvrir la vérité. La rhétorique, elle, vise à persuader une audience en fonction de la situation et du public. Elle est donc un outil pratique pour la politique, les affaires juridiques ou même la vie quotidienne. Dans son premier livre, Aristote distingue 3 types de discours rhétoriques. Le premier est ce qu'il appelle le discours délibératif. Ce genre de discours est utilisé pour conseiller ou dissuader une audience concernant des actions futures. On le retrouve dans le cadre de la politique par exemple. Ici, on parle d'arguments concernant l'utile ou le nuisible, comme quand on débat d'une loi ou d'une stratégie militaire. Le second discours qu'Aristote formalise est le discours judiciaire. Il se retrouve dans les tribunaux et sert à accuser ou à défendre une personne pour des actions passées. Il s'agit d'évaluer ce qui est juste ou injuste. Par exemple, quand un avocat plaide l'innocence de son client ou qu'un procureur attaque un coupable. Pour finir, vient le discours épidictique. Ce type de discours est utilisé pour faire l'éloge ou blâmer quelqu'un ou quelque chose. Il est souvent employé lors des cérémonies publiques, comme pour honorer un héros, une communauté ou critiquer un tyran. C'est un genre plus solennel, lié à la louange ou à la critique, mais qui s'applique tout de même moins souvent que les 2 autres. Dans son second livre, Aristote approfondit les moyens employés pour convaincre un auditoire. Il formalise sa rhétorique en identifiant 3 principaux modes de persuasion: logos, pathos et ethos. Le logos, tout d'abord, correspond à l'argumentation logique. Convaincre par le logos, c'est s'appuyer sur des raisonnements solides, des faits, des exemples concrets ou des vérités démontrées. Aristote insiste sur le fait que le logos constitue souvent le mode de persuasion le plus fiable, car il repose sur la raison. Par exemple, pour démontrer que l'économie d'un pays traverse une crise, un orateur peut présenter des statistiques précises et des données économiques probantes. De même, un avocat peut convaincre un juge et un jury qu'un individu est coupable en établissant un faisceau de preuves irréfutables. Ensuite vient le pathos, qui représente l'appel aux émotions. Aristote souligne qu'un discours purement logique ne suffit pas toujours. Pour persuader, il faut toucher les sentiments de l'auditoire. Des émotions telles que la peur, la joie ou la pitié peuvent rendre un message plus percutant. Par exemple, dans un discours humanitaire, évoquer des situations poignantes et des images saisissantes peut inciter les individus à agir, que ce soit par des donations ou un engagement direct sur le terrain. Enfin, Aristote met en avant l'éthos, qui repose sur la crédibilité de l'orateur. Si un auditoire perçoit un orateur comme compétent, honnête et bienveillant, il sera plus enclin à lui faire confiance. L'éthos se construit au travers de 3 qualités essentielles. La compétence, donc montrer son expertise, la vertu morale,
prouver son intégrité, et la bienveillance, manifester une attention sincère envers l'auditoire. Par ailleurs, l'attitude de l'orateur joue également un rôle important. Un comportement calme et maîtrisé inspire davantage de confiance qu'une posture agitée, voire négligée. En réunissant ces trois moyens de persuasion, Aristote démontre qu'un discours peut être à la fois convaincant et puissant. Le logos, le pathos et l'éthos ne s'opposent pas. Au contraire, ils s'harmonisent pour s'adresser simultanément à la raison, aux émotions et à la confiance de l'auditoire. Cela constitue à mon sens le véritable fondement de la rhétorique aristotélicienne. Un orateur accompli est celui qui excelle dans ces trois dimensions. D'ailleurs, Cicéron, par exemple, reprendra une idée similaire dans ses propres réflexions sur l'art oratoire en tentant de définir l'orateur idéal. Deux autres concepts clés chez Aristote sont le concept de maxime et celui de l'antimème. Une maxime, c'est une proposition générale exprimant une opinion ou un jugement sur un sujet universel, sans mentionner de cas particulier. Par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur. Les excès conduisent très souvent à la ruine. Les maximes visent à transmettre une vérité ou une idée qui semble évidente, renforçant ainsi la crédibilité de l'orateur, donc son ethos. Elles jouent un rôle clé dans la persuasion en apportant un cadre universel et intemporel au discours. Toutefois, les maximes ne peuvent pas remplacer le concept suivant qui est plus important. Ce dernier, c'est l'antimème. L'antimème est un syllogisme abrégé et qu'Aristote conseille de souvent utiliser en rhétorique. Alors qu'un syllogisme classique énonce toutes ses prémices, l'antimème laisse certaines choses sous-entendues parce que l'auditoire les connaît déjà ou les accepte comme évidentes. Prenons un exemple. Un syllogisme complet dirait « Tous les êtres humains sont mortels », Socrate est un être humain, donc Socrate est mortel. Nous reviendrons sur cette notion de syllogisme dans les résumés de l'Organon d'Aristote, ne vous en faites pas. Un antimème, quant à lui, raccourcit le syllogisme et pourrait dans notre cas simplement dire « Socrate est mortel parce qu'il est humain ». La première prémisse, que tous les humains sont mortels, est donc sous-entendue, car l'audience la connaît déjà. L'antimème est donc plus rapide et plus direct, ce qui le rend particulièrement utile pour un discours rhétorique où l'efficacité est la clé de la réussite. Aristote considère donc l'antimème comme l'outil principal de la persuasion logique, du logos, car il est à la fois simple et puissant, et il permet d'aller à l'essentiel en jouant sur les évidences partagées avec l'audience. En ce qui concerne la structure du discours lui-même, Aristote le divise en 5 parties principales pour organiser la pensée et maximiser la persuasion. D'abord, l'introduction, qui consiste à captiver l'attention de l'auditoire et établir sa crédibilité, son ethos. Ensuite, la narration, présenter les faits de manière claire et simple en jouant sur les émotions, le pathos. Puis, la confirmation, qui consiste à exposer les arguments principaux en utilisant le logos pour construire la démonstration. Ensuite, la réfutation, anticiper et répondre aux objections afin de renforcer la crédibilité de l'orateur. Pour finir, la conclusion, c'est le fait de résumer les points essentiels et conclure sur une note émotionnelle forte. Dans le livre 3, Aristote insiste sur l'importance de comprendre son auditoire, ses passions et son caractère, afin d'adapter le discours. Les émotions telles que la colère, la pitié ou la peur jouent un rôle clé dans la persuasion. Par exemple, les jeunes sont sensibles à l'action et au courage, tandis que les plus âgés privilégient la prudence. Le style oratoire et le choix des mots influencent fortement l'impact du discours. Les métaphores et comparaisons rendent par exemple les idées plus claires et vivantes. Elles captent l'attention et marquent l'audience. Par exemple, comparer un tyran à un jardinier destructeur ou un acte courageux à un phare dans la tempête illustre des concepts tout en suscitant l'émotion. Ainsi, en combinant une structure claire, une analyse fine de l'auditoire et un style riche, l'orateur permet de maximiser l'efficacité de sa persuasion. En ce qui concerne mon avis sur cet ouvrage, je dois reconnaître que, malgré un style parfois lourd, qui est caractéristique d'Aristote, je l'ai trouvé extrêmement captivant. Le fait est que l'art oratoire, qu'il s'agisse du domaine politique ou juridique, s'inspire encore aujourd'hui du formalisme aristotélicien en matière de rhétorique. Cela témoigne de l'incroyable avance de cet homme sur son époque et de sa capacité à saisir avec finesse
les multiples facettes de la nature humaine. Ce qui m'a particulièrement frappé également, c'est la manière dont Aristote s'oppose à son maître Platon, non seulement en élevant la rhétorique au rang de véritable discipline, mais aussi en lui accordant une importance telle qu'il lui consacre un ouvrage entier et une formalisation rigoureuse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo résumée d'ouvrages philosophiques. Allez, tchuss!